formes de créativité. La première, c'est la présence. L'attention consciente dans la présence fait de toi quelqu'un qui crée sa vie d'instant en instant. Donc on est le créateur de sa vie, au lieu d'être dans une forme de mécanicité, de récurrence, de conditionnement, on est dans une forme de liberté créative. Ça, c'est une façon. Et le fait d'être souvent dans cet état favorise sans aucun doute la créativité des choses, dans un domaine ou dans un autre. La création artistique ou scientifique ou littéraire ou artisanale, dans tous les domaines on peut être créatif. Mais il y a des gens qui ont ça, qui apportent dans leur vie, ou qui le développent au cours de leur vie, une tendance à la créativité. C'est simplement que ça leur vient d'une vie passée. Mais chacun d'entre nous peut devenir d'autant plus créatif qu'il devient de plus en plus créatif et créateur de son présent, de sa vie. Plutôt que de la vivre constamment sous l'influence des autres, de ses intrications, de ses conditionnements, de sa mécanique, ou de ses instincts simplement, ou de ses traits négatifs du caractère, être beaucoup plus conscient et on devient créatif. L'autre créativité, c'est par rapport à sa vie intérieure et ensuite ça se répercute dans la vie extérieure. C'est-à-dire qu'on crée sa vie au lieu d'être simplement la marionnette de son karma, de ses conditionnements, etc. Ça nécessite plus de présence. Et une des choses importantes, de façon immédiate toujours, c'est de sortir de ses considérations intérieures, quelles qu'elles soient. Dès que quelqu'un est dans une considération intérieure, c'est-à-dire un peu négatif, ça suffit déjà, il est dans quelque chose de mécanique, il est dans quelque chose de conditionné, il est dans quelque chose d'ancien, et c'est négatif. Et dès qu'on voit qu'on est dans des considérations intérieures, et l'humeur dans laquelle on se trouve est basée sur ça, on en sort. C'est une façon d'être créatif de façon immédiate. Donc un des repères pour n'importe qui, à n'importe quel moment, c'est est-ce que je suis dans des émotions ou des émotions plus ou moins négatives ou des humeurs négatives, et est-ce que je suis, ça signifie toujours que je suis dans des considérations intérieures, soit évidentes, parce que je sais ce qui est en train de tourner dans ma tête, ou bien je subis encore le contre-coup de considérations intérieures que j'ai eues hier ou avant-hier. Et l'indication, c'est toujours comment est-ce que je regarde les autres et le monde. Si je regarde les autres et le monde comme responsables de quelque chose, comme avec des reproches ou des attentes, de ce qu'on appelle des exigences, si je suis dans des exigences ou dans des reproches, en réalité je suis pas créatif, je suis dans une forme de mécanicité et je suis dans un élément que vous avez appelé arimanien de toute façon. Parce que ma vie est dictée par des considérations intérieures, toujours liées à des illusions sur moi-même et sur les autres, ou à un état immature ou infantile ou névrosé. Donc c'est quelque chose d'intéressant de remarquer à quel point les considérations intérieures dominent la vie lorsqu'on n'y porte pas attention. Des considérations intérieures sont des lieux où il n'y a pas de problème. Parce qu'on pourrait dire et puis, et si on dit et puis, on regarde, et puis rien quoi. Et après on dit et maintenant, tu vois, une fois qu'on a dit et puis, on se rend compte que ce par rapport à quoi on a dit et puis, c'est vraiment nul, généralement c'est comme ça, on peut dire l'autre question. Et maintenant, c'est-à-dire maintenant, qui je veux être ? Cette espèce de victime pour qui je me fais passer parce que la vie ou les autres me conviennent pas, font pas ce que je veux, etc. Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui maintenant prend ma vie en main, maintenant. Donc, je vais indiquer une seule question, Hubert, vous notez, et puis, oui, donc et puis ça relativise le monde, c'est-à-dire on peut revenir à soi, et ensuite on peut, ça c'est simplement le constat, le monde, et puis c'est par rapport aux autres. Le et puis, c'est par rapport aux autres. C'est les reproches qu'on fait aux autres, les exigences qu'on a à leur égard, et ça permet de revenir à soi, et là on dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et je peux décider qui je veux être. Ouais.
Et donc, votre remarque à propos des reproches et considérations intérieures, ces deux questions-là qui sont très intéressantes pour saisir encore plus. Il y a une faculté des êtres humains qui est très intéressante selon eux, c'est d'oublier. Donc ils ont oublié que ça faisait partie des 5 choses absolues oui. à traiter dès le début du chemin. Oui. Donc ils continuent à faire des reproches aux autres, aux situations, à Dieu et à eux-mêmes. Ils continuent, quoi. Ils continuent. Et ça nourrit constamment ces considérations intérieures. Or c'est exactement ça qu'il faut arrêter. Définitivement. Et poser la question, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque je peux plus accuser les autres, je peux plus accuser le monde, je peux même plus m'accuser moi-même. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, maintenant, je fais quelque chose de bien. Ou quelque chose de beau. Tu vois, je peux décider ça. Et à tout moment, je peux commencer ça. C'est ça ce qui est intéressant. Pourquoi je présente les choses de façon un peu différente? Parce que constamment, je suis en recherche pour voir mais ça c'est relativement flagrant ce qui ne va pas, et je cherche constamment comment je peux améliorer ou aider à améliorer cette situation. J'ai constamment devant moi ça. Je vois, je vais exagérer maintenant en disant ça, la misère du monde, je vois les considérations intérieures, je vois tout ce malheur et ces souffrances, hein, et ce qui conduit à ces souffrances aussi qu'on inflige aux autres. Donc je vois ça et tout le temps je me demande qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ça, pour une personne ou bien pour l'ensemble. Et chaque fois j'essaie de trouver une autre manière de faire. C'est tout. Et donc de temps en temps il y en a qui m'accompagnent et qui comprennent, qui n'avaient pas réellement saisi profondément les versions précédentes de ce que je raconte et qui soudain comme vous avez dit, sont un peu plus éveillés, un peu plus illuminés par une explication, parce qu'ils ont parcouru un chemin suffisant pour maintenant être capable de comprendre ça et de l'appliquer. Comme ça. Il suffit de repenser les choses, de les méditer un peu, essayer de les mettre en œuvre, de voir qu'on a beaucoup d'échecs, mais qu'à un certain moment, soudain, on comprend, et donc on évolue au-delà, et c'est valable pour tout le monde, au-delà de son immaturité, puisque partout, il y a des petits mois immatures en nous, au-delà de cette immaturité, ou au-delà de ces petits mois qui parfois ont été traumatisés, hein, c'est pour ça qu'ils sont un peu névrosés. Et on arrive à évoluer au-delà de cela grâce au chemin. Donc il y a une possibilité d'éviter la vodka ou le psychothérapeute, c'est la véritable pratique du chemin. Tu vois ? Et là, on arrive à s'en sortir. Il faut comprendre que la considération intérieure, petite ou grande, c'est toujours « je suis le centre du monde » et les autres ne comptent pas, si ce n'est pour être à mon service et pour rendre le monde tel que je le veux moi, dans ma névrose ou dans mon immaturité quand même. Hein. Voilà. C'est petite ou grande considération, ça veut toujours dire ça. C'est moi avec ma personnalité, et surtout ma fausse personnalité, le plus important au monde. Et toute considération intérieure est basée sur ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les autres, en réalité, j'ai pas d'amitié pour eux à ce moment-là, j'ai pas d'amour pour eux. En réalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est moi et encore moi. C'est ça la considération intérieure. C'est la raison pour laquelle j'ai dû dire à un moment, c'est la lutte à mort. C'est-à-dire qu'il faut la tuer, la considération intérieure. Et à ce moment-là, il y a de la place pour qu'autre chose naisse. Ce sont des pensées de qualité, c'est l'énergie pour faire le travail qu'on a à faire, l'énergie pour être créatif, etc. Donc, et l'autre remarque, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, parfois je suis pas dans la considération intérieure, mais je suis dans le bavardage intérieur. Avec comme conséquence qu'à un moment donné, le bavardage intérieur, c'est le même rouleau, commence à faire tourner la considération intérieure. Et les petites considérations intérieures font gonfler et arriver les grandes considérations intérieures. Tout simplement parce que c'est l'ego, c'est le moi, les petits moi qui essayent de s'enfler. D'une part, en chacun de nous, il y a un niveau qu'on appelle éthique ou moral. C'est le réel niveau d'évolution spirituelle. Et à ce moment-là, quand soudain une vérité nous, comme vous dites, percute, ça éveille cette dimension en soi. Et ça devient très facile d'être ça. Mais ça, c'est insuffisant sur le chemin.
Oui, pourquoi? Parce qu'il y a trop de voiles qui empêchent toutes les vérités de te percuter de cette façon. Et en même temps, il faut combien d'années là, depuis que tu as entendu parler pour la première fois des considérations intérieures? Depuis 2007. Depuis 2007, donc ça fait 10 ans qu'elle entend parler des considérations intérieures et des reproches, et en 10 ans, donc à un moment, percuté. 10 ans. Non, il y a l'autre travail à faire, qui est le travail de réflexion et de méditation à propos de ces grandes pensées, même si elles ne te percutent pas. Et chez vous, le problème va être d'une autre nature, hein, et il peut être différent selon chacun. Vous, comme vous êtes une contrephobique, si jamais vous vous posez une intention claire, précise, forte, comme le problème de votre contrphobie, de vos traumatismes infantiles quand même, est pas réglé encore, il y a en vous cette division intérieure. Ce qui fait que ce que vous affirmez avec force, oui, va être contrecarré par l'autre qui affirme le contraire. Donc, vous êtes là et il ne se passe pas grand-chose. Donc, le travail pour vous consiste à de plus en plus démasquer cette dimension, et il y en a quelques-uns parmi vous qui fonctionnent de cette façon, cette dimension contrphobique qui fait que vous affirmez une chose et vous faites le contraire. Oui. Donc, ça existe en tout le monde, hein, mais chez certains, c'est évident. Et chez certains, les voiles sont tellement forts que les vérités, comme celles dont vous avez parlé, ne peuvent même plus percuter intérieurement, parce qu'il y a trop de voiles, trop d'empêchements. Ça signifie qu'il y a un ensemble de choses à faire sur le chemin, et pas seulement attendre qu'une vérité tombe du ciel en plein dans votre grand cœur, et puis le cœur s'ouvre, et puis les mains agissent en fonction de ça. Non, il y a tout un travail à faire, à travers méditation, à travers les attitudes nobles ou les attitudes des bodhisattvas. Il y a des lectures à faire, il y a le service dans lequel il faut se mettre, etc. Bon après-midi à vous et à vous aussi.